Docker, n'est-ce pas, et le Kubernetes. À travers ces cours, vous serez bien sûr préparé à relever les défis technologiques actuels et à participer à la conception de solutions logicielles qui sont vraiment adaptées aux besoins du monde actuel. Maintenant, il y a quelques objectifs spécifiques. Nous allons commencer par le fondamentaux concernant le système et les applications distribuées. Comment programmer, quels sont le paradigme, quels sont les outils qu'on utilise pour la programmation distribuée. Et là, on ira presque vers un paradigme pour commencer vers le bas, juste en passant, comment on peut implémenter des sockets avec le TCP, le IDP, comment on peut mettre en place un microservice avec l'architecture REST, n'est-ce pas, REST. Et nous allons voir le temps. Rapidement, nous allons parler de frameworks, de bibliothèques distribuées comme Hadoop ou Spark. Nous allons choisir Hadoop parce que Hadoop est le plus utilisé. Et après, nous allons citer comment on peut déployer une application distribuée en utilisant le conteneur. Maintenant, la cotation, nous allons chaque fois élever 15% de présence, 85% seront consacrés au TP pour jeu final, donc c'est purement pratique. Et nous avons juste 30 soit des crédits, donc c'est vraiment, il faut qu'on aille plus vite pour que nous puissions au moins capitaliser l'essentiel dans les 30 heures prévues pour ces petits modules. Donc, mettons qu'on dise que c'est un petit module. Le prérequis, il faudrait avoir de base en architecture des ordinateurs, comprendre l'architecture des ordinateurs. Surtout, nous savons l'architecture que nous utilisons. Quand je parle de l'architecture que nous utilisons, je fais allusion à l'architecture de microprocesseurs, de multicœurs que nous utilisons, qui découle de l'architecture de von Neumann, qui a été utilisée depuis 1945. Comprendre juste le réseau informatique et plus comprendre le langage Java. Nous allons utiliser un langage de dernière génération, Java, avec un framework Spring que nous aurons le temps de vous présenter et voir qu'est-ce qu'il peut nous donner comme avantage, surtout lorsque nous allons parler de microservices. Maintenant, nous pouvons directement commencer notre premier chapitre et voir si nous pouvons siffler juste quelques chapitres en rapport avec la théorie concernant le système distribué. Mais ce que vous allez remarquer, un système distribué n'est pas détaché d'un... donc, quand je parle d'un système, nous allons mélanger chaque fois système, programmation, et d'un moment à l'autre, nous allons essayer un peu de épistémologiquement de le séparer, n'est-ce pas, avec de mots justes. Mais parlant de systèmes distribués ou de paradigme de programmation distribuée, nous n'allons pas chaque fois détacher avec un autre paradigme qu'on appelle l'informatique parallèle. Donc, ce premier chapitre, nous allons discuter par rapport aux deux, comment marchent ces deux paradigmes. Et par après, nous allons plus nous focaliser sur le modèle de programmation distribuée. Mais comprendre aussi le paradigme de programmation distribuée, il est vraiment nécessaire à un période d'avoir une idée sur la façon dont on peut programmer aussi des systèmes parallèles. Maintenant, la programmation distribuée, c'est juste un domaine
des recherches à la une aujourd'hui en informatique qui consiste à concevoir et à développer des applications dont le composant s'exécute sur plusieurs machines distinctes. Mais aussi, ces machines, comme ce sont des machines distinctes, qui sont reliées bien sûr par les réseaux et qui coopèrent pour accomplir une tâche commune. Et autrement dit, c'est juste la programmation d'applications qui sont réparties sur plusieurs ordinateurs qui doivent communiquer, se synchroniser et échanger les données. Et ces systèmes-là vont se comporter comme si c'est un système unique et cohérent. Et pourquoi? Vous savez, dans l'augmentation de la performance, nous sommes arrivés au bout, n'est-ce pas, au bout de l'augmentation de la performance. On peut partir d'un exemple très simple, n'est-ce pas, d'un exemple très simple. Euh, Par exemple, mon ami Yves, vous êtes administrateur du système d'information ou responsable d'un système d'information. Et curieusement, on peut prendre l'exemple, pendant 15 ans, chaque jour, vous enregistrez 500 dans une table, vous pouvez enregistrer jusqu'à non, prenons l'exemple, au lieu de faire le nombre de lignes pour le calcul d'encombrement, parce euh, il y a toujours ça. Ou je peux prendre l'exemple d'un géant comme Facebook. Facebook, lorsqu'il a commencé, c'était vers 2000, c'était 2000, c'était 2007, hein, vers 2007, 2008 qu'ils ont commencé. À un certain moment, ils ont remarqué que il y avait beaucoup de demandes, n'est-ce pas? Vous avez un serveur, prenons un serveur qui a bon, prenons un serveur, hein, un serveur normal, HP, ProLiant, vous avez juste 32 gigas de mémoire RAM, vous avez un microprocesseur multicœur, prenons qui a 2,5 GHz, n'est-ce pas? Et prenons un disque dur de 1 Tera. Ça va? Prenons, vous avez un disque dur d'1 terabyte. Et d'un moment à l'autre, vous servez, donc prenons, on ne va pas faire comme si nous sommes dans un cloud où nous sommes en train de fournir des services. Prenons l'exemple localement, vous allez constater au bout de 15 ans que les utilisateurs, lorsque vous êtes en train de faire référence au serveur, vous êtes en train de demander des services au niveau du serveur, vous remarquez que la procédure, n'est-ce pas, elle est anormalement longue. Donc, vous demandez un service et pour que le serveur vous réponde, il peut aller jusqu'à 1 minute pour vous envoyer les données. Prenons l'exemple, c'est juste une application web qui est installée, que ce soit SP ou que ce soit PHP. Vous remarquez que il prend beaucoup de temps. D'ailleurs, il y a toujours des time-out parce que souvent le serveur web aussi, il y a un temps au-delà de laquelle il ne peut pas vous répondre. Dès qu'il comprend que le serveur n'est pas capable de vous générer, n'est-ce pas, il y a toujours un time-out. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous remarquez que votre serveur ne donne pas. Il est au bout, n'est-ce pas, de la demande, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, juste une idée afin que nous puissions développer cette théorie et continuer. Je parlais, Yves, exemple juste. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, monsieur, je vous écoute. Oui, je vous ai donné l'exemple. J'étais en train de parler un peu. Vous êtes d'un administrateur système, n'est-ce pas, dans une entreprise.
Vous avez un serveur de 32 gigas de RAM, 1 terabyte de disque dur et le microprocesseur, vous avez quoi? i5, c'est-à-dire que vous avez 5 processeurs logiques, n'est-ce pas? Mais vous remarquez que la procédure, donc, lorsque vous lancez un processus, vous demandez une requête, non, vous demandez un service au niveau du serveur, vous allez remarquer que la réponse tarde. Donc, il prend 10 secondes, non, il peut prendre même une minute pour que vous ayez le donné. Qu'est-ce que vous allez faire en tant qu'administrateur système? Euh, oui, mon ami Yves. Bon, monsieur Yves, vous me captez? Joseph, vous avez une idée? Joseph, Oui. Je disais, nous sommes côte à côte avec M. Joseph, on ne sait pas activer nos micros. oui, oui, vous pouvez répondre. C'est Oui, pas, on est en train de discuter juste. oui, oui. Vous m'avez dit que vous avez parlé d'une RAM de 32 gigas, d'une mémoire de 1 Tera. Ouais. Et bon, par rapport à la latence, Oui, oui, c'est ça, la latence, exact. oui, c'est par rapport à la latence. Je Oui, vois que l'une des solutions d'abord qu'il faut, c'est que la mémoire est beaucoup plus sollicitée. Il a beaucoup de désinformations. Vaut mieux l'alléger ou le supprimer d'autres informations, si on pourrait dire ça. ok, c'est une idée. Mm. Euh, bon, au fait, quand je, quand bien sûr, parce que vers 2010, non, non, c'est vers 2015, entre 2015 et 2010, il y a eu ce qu'on appelle un déluge en termes de stockage des informations, des géants comme Facebook, des géants comme Amazon, des gens comme Google. Ils ont remarqué que le donné, n'est-ce pas, la quantité des données grimpait à l'exponentielle, c'est-à-dire que la quantité des données s'augmentait plus rapidement. Et il a fallu que nous cherchions d'autres systèmes, comment nous pouvons mettre en place plusieurs ordinateurs, mais plusieurs ordinateurs qui se comportent comme étant un. Dans quel sens euh, Lorsque je vous ai posé cette question, donc 32 gigas de mémoire RAM, vous avez un disque dur d'un Tera, vous avez peut-être, donc je parlais de la RAM, je parlais de microprocesseurs. Vous pouvez bien sûr augmenter la RAM, c'est-à-dire que vous prenez juste peut-être autre 32, non, vous ajoutez au 104 que vous aviez au départ pour en avoir peut-être 128. Mais remarquez que nous ne pouvons pas augmenter la capacité du microprocesseur, n'est-ce pas? Or, c'est l'élément moteur, c'est l'élément qui est à la base de chaque calcul, de chaque processus au niveau de l'ordinateur, n'est-ce pas? Donc, en augmentant le disque dur, vous pouvez augmenter la RAM, mais il est difficile, n'est-ce pas, que vous puissiez prendre, que vous changiez, n'est-ce pas, le caractéristique de votre serveur. C'est-à-dire que dès que vous avez un ordinateur, dès que vous êtes à bout, n'est-ce pas, de votre puissance de calcul, il a fallu que l'on cherche d'autres manières d'augmenter, n'est-ce pas, la tolérance, de réduire cette latence. Vous avez utilisé euh, un mot technique qu'il faut, n'est-ce pas, réduire cette latence, augmenter la disponibilité. Et il a fallu maintenant que l'on cherche comment on peut déployer, n'est-ce pas, maintenant des systèmes sur
plusieurs ordinateurs, mais ces ordinateurs se comportent comme si, bien sûr, c'est un seul ordinateur. Maintenant, la programmation distribuée, elle implique juste l'exécution de parties d'un programme sur plusieurs ordinateurs qui sont distincts. Et ces ordinateurs, ils sont souvent connectés en réseau. Je mets 4 ordinateurs ensemble. Le terme approprié, on parle de cluster, n'est-ce pas? Je mets 5 ordinateurs en cluster et lorsqu'il y a une demande du client, n'est-ce pas, qui vient, ces ordinateurs vont coaliser. Ils vont se dire que sur chaque ordinateur, il y a une ressource. Donc, c'est là où nous allons faire une différence entre le parallélisme et la distribution. Ces ordinateurs vont rassembler, n'est-ce pas, les informations nécessaires pour répondre aux clients. L'accent ici est mis sur la collaboration et surtout la communication entre ces ordinateurs pour résoudre un problème commun. Et quand je parle d'un problème commun, je parle de la demande, n'est-ce pas, du client. Mais aussi, à côté de cette programmation distribuée, il y a la programmation parallèle. Elle consiste à exécuter simultanément plusieurs parties d'un programme sur plusieurs cœurs, n'est-ce pas, ou processeurs au sein d'un même ordinateur. L'objectif principal ici est d'améliorer la performance en réduisant le temps d'exécution. C'est-à-dire que c'est même à l'intérieur de la programmation distribuée qu'on applique même cette programmation qui est parallèle. Et ce sont les deux termes aujourd'hui qui sont à la base, n'est-ce pas, de ce système que l'on appelle le multicœur que nous utilisons dans nos ordinateurs. Maintenant, les enjeux ici, pourquoi il fallait mettre en place ces systèmes? La programmation parallèle et distribuée, ils ont introduit le défi que la synchronisation, la gestion de concurrence et la communication entre processus. Donc, le fait que plusieurs processus, ils sont en train de vouloir, donc nous savons, n'est-ce pas, au niveau du microprocesseur, le mécanisme là d'exécution des tâches. Donc, il y a ce qu'on appelle une file d'attente et lorsque vous faites une programmation parallèle, plusieurs processus peuvent nécessiter, n'est-ce pas, une ressource au même moment au niveau de quoi? Du processeur, n'est-ce pas? Et ça crée toujours des crashs. Il y a des défis, n'est-ce pas, dans la programmation qu'on introduit. On va voir comment on peut mettre en place des outils qu'on appelle des sémaphores et autres pour l'accès concurrent au niveau du microprocesseur. Mais aussi, il est crucial de le maîtriser pour éviter, n'est-ce pas, de problèmes comme les interblocages, les conditions de concurrence. Je dis concurrence, c'est-à-dire que deux processus qui veulent, n'est-ce pas, accéder au microprocesseur au même moment, ou deux processus veulent modifier, n'est-ce pas, une donnée au même moment, n'est-ce pas? C'est un problème. C'est-à-dire que deux processus qui veulent modifier une donnée au même moment, ça crée déjà un problème. Mais aussi dans la gestion de données, la distribution de données et la gestion de la cohérence de données deviennent de préoccupations majeures dans les environnements distribués. Il est nécessaire de mettre en place des mécanismes pour assurer l'intégrité et la disponibilité des données. Là, nous l'avons souligné, lorsque les utilisateurs ils ont besoin de l'information, n'est-ce pas? L'information doit être disponible. Et là, c'est à vous de mettre des mécanismes pour que les systèmes puissent répondre à un temps record, réduisant bien sûr ce qu'on appelle la latence, comme l'a dit notre ami. Mais aussi la scalabilité, comme je vous ai parlé, la scalabilité, c'est le fait là d'augmenter, n'est-ce pas, d'augmenter soit la taille, n'est-ce pas, de certains équipements au niveau
d'un système, dans le but, bien sûr, de faire évoluer les systèmes. Et là, il y a toujours cette scalabilité, la scalabilité horizontale et la scalabilité verticale, n'est-ce pas? Où, si une fois vous remarquez que le système est de plus en plus lent, vous pouvez augmenter le microprocesseur, vous augmentez la RAM, vous changez même la nature du disque dur. Si vous utilisiez le système SATA, vous pouvez changer même et mettre le système SSD pour juste augmenter la performance. Et quand vous êtes au bout, parce que je vous ai dit que vous pouvez être au bout lorsque vous êtes en train d'augmenter la capacité en termes de mémoire RAM, en termes de microprocesseur, mais aussi en termes du disque dur, n'est-ce pas? Et là maintenant, vous allez changer. Donc, quand vous êtes à terme, vous êtes à la limite d'augmentation de matériel. Là maintenant, il y a ces scalabilités horizontales qui consisteraient maintenant à l'augmentation d'une machine. Donc, au lieu d'augmenter des équipements, non, au lieu d'augmenter de périphériques, au niveau d'un seul ordinateur, vous allez augmenter maintenant plusieurs ordinateurs dans les systèmes qui vont se comporter comme si c'était un seul ordinateur. C'est ce qu'on appelle la scalabilité. À part ça, il y avait aussi d'autres problèmes. Il y avait aussi d'autres problèmes que nous n'avons pas cités, n'est-ce pas, ici, et que vous allez retrouver dans certains livres et surtout dans certains articles de chercheurs. Mais nous allons remarquer que la programmation parallèle et distribuée existe. Il existe dans quel contexte? Surtout au niveau de calcul scientifique. Aujourd'hui, dans le monde, on a besoin de systèmes plus complexes pour faire ce qu'on appelle le calcul scientifique. L'assimilation de phénomènes complexes comme la météo, n'est-ce pas, comme la modélisation moléculaire. Hein, la modélisation moléculaire, si vous étudiez un peu, si vous faites des recherches un peu en biologie, lorsqu'on est en train de faire la modélisation moléculaire pour chercher des formules chimiques, n'est-ce pas, ou pour faire la prédiction météorologique, on a besoin de type de programmation qui est parallèle et distribué pour permettre d'accélérer ces simulations. Parce qu'ils ont besoin de beaucoup donc ils ont besoin de ressources. Et quand je vois ressources, je vois en termes de performance. Non seulement en calcul scientifique, le traitement de données massives, ils ont besoin de ces systèmes. Ils ont besoin de ces systèmes de programmation. Ils ont besoin de ce paradigme de programmation. Et ces données massives, c'est ce qu'on appelle le big data, n'est-ce pas? Le big data. Et l'analyse de ces grandes quantités d'informations générées par des réseaux sociaux, des capteurs, il nécessite que nous utilisions des systèmes distribués et parallèles. Mais aussi, nous n'allons pas ignorer que nous sommes à la 5e génération, n'est-ce pas? À la 5e génération. Et nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Et vous savez, s'il y avait au moins moyen que nous changions l'architecture de microprocesseurs, on allait changer. Nous savons, depuis qu'on a inventé le premier ordinateur, n'est-ce pas, l'ENIAC, n'est-ce pas, qui utilisait des tubes à vide. On a changé des tubes à vide pour mettre la transistor. On a changé la transistor pour mettre en place des circuits intégrés et le circuit intégré pour donner naissance au microprocesseur. Et depuis qu'on a instauré le microprocesseur, n'est-ce pas, on essaie un peu simplement de
de multiplier la puissance de ces microprocesseurs, mais euh, sans, sans le changer, bien sûr, parce que nous utilisons toujours le microprocesseur, même si on parle des multicœurs, mais c'est toujours un microprocesseur. L'architecture n'a pas changé. Et l'intelligence artificielle aussi, il a besoin aussi de ressources, il a besoin d'utiliser euh, euh, il a besoin d'utiliser de microprocesseurs dotés de calcul, de puissance de calcul très élevée, n'est-ce pas? Ils ont besoin, bien sûr, nous savons que l'intelligence artificielle aujourd'hui, l'approche utilisée aujourd'hui qu'on appelle le machine learning, le machine learning a besoin, n'est-ce pas? Ce sont les données, ce sont les algorithmes, n'est-ce pas, qui sont pilotés par les données et qui nous donnent des résultats. Ils ont besoin, bien sûr, des ordinateurs de plus en plus performants. OK? Et là, voilà, on utilise plus des systèmes distribués et parallèles au niveau de l'intelligence artificielle. Mais aussi, nous n'allons pas oublier ce qui fait aujourd'hui qu'Internet soit encore beaucoup plus populaire, le web, n'est-ce pas? Le web et les applications en ligne. Donc, le site web et les applications en ligne à forte fréquentation utilisent des architectures distribuées pour gérer les demandes des utilisateurs. Les serveurs sont répartis sur plusieurs machines pour assurer la disponibilité et la performance. Et là, nous voyons l'architecture même du web qui est vraiment très complexe, où on utilise même des éléments qu'on appelle de répartiteurs de charges, n'est-ce pas? Par exemple, je vais vous donner l'exemple pour ce calcul parallèle et distribué. Euh, Par exemple, nous sommes en RDC. Nous sommes en RDC. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont besoin de ressources, n'est-ce pas? Ils consultent le web à chaque instant. Et nous sommes redirigés quelque part. Souvent, www sur google.cd, c'est-à-dire qu'il y a un serveur qui est dédié simplement aux utilisateurs de la RDC. Et là, on ne va pas nous mélanger avec les utilisateurs, par exemple, si nous prenons l'exemple d'un pays comme le Burundi, ou prenons un pays comme le Burundi ou le Rwanda, n'est-ce pas? Ils sont aussi redirigés, n'est-ce pas, sur un serveur X. OK? Et là, pourquoi ces systèmes? C'est juste pour la haute disponibilité et la performance. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup plus de Congolais que de Burundais. Or, nous tous, nous avons besoin de services. C'est-à-dire qu'on va rediriger tout le Congolais, n'est-ce pas, sur, par exemple, une infrastructure qui a peut-être 100 ordinateurs qui sont en cluster pour, bien sûr, répondre aux Congolais. Mais par exemple, s'il s'agissait d'une requête venant du Burundi, on va le rediriger sur un cluster qui n'a peut-être que soit 10 ou 15 serveurs qui sont en cluster. Donc, tout ça, ces calculs-là, bien sûr, ils sont faits juste pour assurer la haute disponibilité, mais aussi augmenter la performance. Je ne sais pas s'il y a une question avant de passer à la ressemblance, mais aussi la différence entre ces deux paradigmes, n'est-ce pas? Ces deux paradigmes de programmation. Permettez, monsieur Josué. Oui. Là, comme vous venez de nous permettre de répondre, de poser des questions, par rapport au cours, comme c'est intitulé la programmation distribuée et parallèle, je m'attendais à ce que vous puissiez parler des ordinateurs, comme vous l'aviez dit,
Il y a plusieurs ordinateurs juste pour pallier à l'insuffisance, aux problèmes par rapport au traitement, qui est lié au traitement, bien sûr, parce que les processus, il y a beaucoup de processus qui font à ce que qu'il n'y ait pas l'attente qu'on voulait. Maintenant, comme vous mettez l'accent sur seulement, vous dites, il y a la programmation, il y a des méthodes, il y a ceux qui vont suivre. Pour moi, je croyais qu'il y a aussi la multiplicité des machines. Et surtout, comme vous venez de mettre l'accent sur le Congo, c'est un exemple, vous avez dit, il existe les serveurs uniquement pour les Congolais. S'il y a un serveur uniquement pour les Congolais, donc les Kenyans, la population du Kenya aussi peut avoir aussi leur serveur, et il y en aura combien de serveurs dans le monde pour gérer un pays? Là, c'est une question. OK. Bon, au fait, comme je vous ai dit, ce sont de paradigmes. Quand je dis de paradigmes, ce sont des styles. OK? La façon dont nous programmions à l'événementiel, la façon dont nous programmions au client-serveur, la façon dont nous programmions en réactivité n'est pas la même chose quand on fait un système parallèle et un système distribué. Et pourquoi j'ai essayé un peu de parler de programmation parallèle, introduire simplement la programmation parallèle, parce qu'on ne peut pas la dissocier de ce type de programmation distribuée. Donc, si je peux vous le dire, donc, ce sont des architectures, bien sûr, qu'on ne peut pas, parce que nous savons qu'aujourd'hui, Internet est géré, bien sûr, par une firme, n'est-ce pas, qu'on appelle l'ICANN. On ne peut pas quand même vous dévoiler, on vous dit, non, voilà, au monde, voilà, nous avons autant d'ordinateurs. Je peux peut-être vous tenter de vous donner une idée. Regardez un peu ce système de cluster qui est composé de 5000 ordinateurs qui sont connectés, n'est-ce pas? Qui sont connectés, n'est-ce pas, pour répondre, bien sûr, aux demandes des utilisateurs. Et l'architecture du web, comme nous allons le voir avec des équipements, parce qu'il y a ce qu'on appelle des répartiteurs de charge, avec les calculs qui se font, nous pouvons prendre l'exemple, même à la maison, lorsque vous avez des enfants, n'est-ce pas? Vous pouvez catégoriser les enfants. On s'est dit non, on ne peut pas quand même mélanger les enfants de 20 à 10 ans, n'est-ce pas, de manger avec les enfants qui ont l'âge entre 3 et 5 ans, n'est-ce pas? Vous comprenez? Et c'est là que je donnais l'exemple de la répartition. Donc, le Congolais, quelque part, parce que nous voyons même le domaine, quand vous tapez de fois www.com, dans le processus, il va vous rediriger, bien sûr. Bon, il y a une redirection vers le serveur le plus proche, mais ce serveur le plus proche, c'est juste pour prendre en charge le domaine et les utilisateurs qui viennent de la RDC, qu'on ne va pas mélanger, bien sûr, aux utilisateurs qui viennent du Rwanda, parce qu'on sait que soit le Rwanda, le Burundi, ils ont moins d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'on va sûrement le rediriger vers un cluster. Quand je parle de cluster, c'est plusieurs ordinateurs qui sont en série, n'est-ce pas? Plusieurs ordinateurs qui sont en série pour servir, n'est-ce pas, ces groupes d'utilisateurs-là. Et nous, la RDC, encore en série. Maintenant, à l'intérieur, ce sont des calculs, pour que en RDC, lorsque vous avez besoin, bien sûr, d'accéder à une ressource, que vous preniez aussi le même, donc, le temps, n'est-ce pas? Le temps record que le même utilisateur qui se trouve au Rwanda qui a besoin de ce même service-là. Donc, ce sont des calculs, comme je l'ai dit, ce sont des calculs et nous allons partir des zéros. C'est juste que
c'est justement un cours de distribué. Donc, nous allons considérer que les ordinateurs sont là. Et d'un moment à l'autre, quand on aura un temps, je tâcherai de vous montrer un peu, revenir vers la structure des ordinateurs pour vous montrer comment c'est fait ce flux-là. Ce flux-là de demandes entre mémoire et microprocesseur. Et quand on comprend le calcul qui se fait entre mémoire et microprocesseur, et là, ça serait plus simple, n'est-ce pas, de faire ces calculs-là. Et ça peut faire, bien sûr, un bon sujet de thèse, mais mon ami, bon, vous pouvez prendre beaucoup de temps si vous commencez à chercher aujourd'hui combien des ordinateurs sont là pour répondre à une demande. Vous allez faire longtemps parce qu'il y a des serveurs, des clusters comme vous êtes en train de voir sur cette image. Ça, ce sont des ordinateurs. Mais ces ordinateurs aussi, il y a une redondance. Chaque ordinateur aussi est répliqué, n'est-ce pas? Et au niveau de cette réplication aussi, il y a ce qu'on appelle des disques durs qui sont aussi en série. Pour aussi garantir la haute disponibilité de l'information. Je ne sais pas si vous m'avez bien capté. Voilà. Oui, j'ai bien capté. Merci. Oui, par cette image juste simple qui vous montre comment ces ordinateurs ils sont connectés, n'est-ce pas? Et par après, nous allons voir aussi ce qu'on appelle les algorithmes, parce que lorsque plusieurs processus tentent d'accéder, donc deux processus sont en train, bien sûr, de faire une file d'attente au microprocesseur, il y a ce qu'on appelle des algorithmes de gestion. Et d'ailleurs, le plus connu, je ne sais pas si vous connaissez le round robin, il y a le round robin. Effectivement, nous connaissons ça, le round robin. Ah, d'accord. Donc, Oui. nous allons partir de ça, mais je veux plus m'atteler sur le système distribué parce que si je vais plus vers le round robin, on va encore voir un autre load balancer qu'on appelle le last connect, n'est-ce pas? Ce sont juste des paradigmes qu'on utilise pour la programmation parallèle. Donc, nous allons juste rester au niveau de système distribué. Théoriquement et pratiquement directement en utilisant bien sûr des concepts simples que l'on utilise, en utilisant des API qui sont REST, n'est-ce pas, pour voir. Je sais que vous êtes mis expérimenté et nous pouvons passer par l'utilisation de frameworks qui sont là comme Hadoop et nous allons voir comment c'est fait ce type de programmation. Maintenant, comme je t'ai en train de le dire, surtout l'architecture, le système, le serveur web, ils demandent plus, n'est-ce pas? Et ils utilisent d'ailleurs ces systèmes d'architecture qui sont distribués. Parlant un peu, comme je vous ai dit, la différence maintenant entre ces systèmes parallèles et distribués, architecture parallèle et architecture distribuée. Pour les architectures parallèles, les unités de traitement, et quand je parle d'unités de traitement, je fais allusion aux microprocesseurs, qui sont généralement situés à proximité les unes des autres, souvent au sein d'un même ordinateur ou d'un même serveur. C'est-à-dire que quand vous faites la programmation parallèle, c'est juste un paradigme que vous utilisez, n'est-ce pas? Mais pour gérer les unités de traitement, et bien sûr, quand je parle les unités de traitement et les unités de stockage, se trouvant sur un même ordinateur. Et bien sûr, la communication, bien sûr, c'est fait juste via le partage de la mémoire. Donc, la mémoire, elle est partagée et il y a l'accès, l'accès concurrent, n'est-ce pas, entre processus. Et là, il y a plus de outils qu'on utilise. On utilise de verrous. Vous aurez peut-être besoin de lire, de verrous,
on appelle de verrous et sémaphores. Donc, ce sont des outils qu'on utilise pour l'accès concurrent au niveau de ce... parce que plusieurs processus peuvent tenter, n'est-ce pas, de modifier le contenu d'une mémoire au même moment. Et là, il faudrait vous utiliser des éléments, de verrou, de sémaphore, pour qu'il n'y ait pas de... Maintenant, l'architecture distribuée, ici, les unités de traitement qui seront réparties. Donc, ce sont des processeurs, mais qui sont répartis sur plusieurs ordinateurs. Ici, il n'y a pas de séparation de la mémoire et du microprocesseur, mais au niveau de l'architecture distribuée, il y a vraiment séparation, pas, de ces unités-là de traitement sur plusieurs serveurs. Et bien sûr, la communication entre ces ordinateurs. Bon, il n'y a pas vraiment un concurrent, il se fait bien sûr via le réseau. Gestion de la mémoire. Dans gestion de la mémoire, pour l'architecture parallèle, les unités de traitement peuvent partager une mémoire juste commune, ce qui se fait pour faciliter la communication. Mais avec l'architecture distribuée, chaque unité de traitement possède sa mémoire. Bien sûr, quand vous avez des ordinateurs qui sont séparés, ça veut dire que chaque ordinateur aura principalement sa mémoire et son microprocesseur. Maintenant, toujours la différence pour la tolérance aux pannes, pour les architectures parallèles, lorsque vous avez une architecture qui est purement parallèle, une panne d'une unité de traitement peut entraîner l'arrêt de l'ensemble du système. C'est-à-dire que dans un système parallèle, lorsqu'il y a une unité qui est en panne, directement, automatiquement, tout le système est paralysé. Mais avec cette architecture qui est purement distribuée, la défaillance d'un ordinateur se trouvant dans un cluster il ne peut pas affecter les autres. Et bien sûr, il y a des cas où il peut affecter, bien sûr, quand il n'y a pas réplication, parce que la plupart des fois, pour peut-être donner un peu une idée à mon ami Joseph, Jérémy, quand j'ai lu un document de l'ICANN, je pense que vous connaissez l'organisation, c'est bien elle qui gère l'attribution des adresses IP publiques, les noms de domaine, et bien sûr, c'est bien elle, bien sûr, qui est à la base de l'architecture même que nous utilisons, l'architecture web d'Internet. Et dernièrement, bon, c'est juste un document que j'ai lu, mais je n'ai pas eu de précision parce que quand vous avez une architecture, c'est pas mettre à la portée de tout le monde que voilà, moi je suis telle organisation et voilà mon architecture. Non, vous serez en train de vous mettre, n'est-ce pas, à la portée des hackers. Et au monde, il y avait au moins 13, on nous a montré qu'il y a 13 clusters, 13 clusters qui gèrent simplement le nom de domaine. 13 clusters qui gèrent le nom de domaine. Et chaque cluster était répliqué sur 3 autres serveurs. Vous comprenez au moins. Ça, c'est juste une fuite que nous avons eue de l'ICANN, simplement pour la gestion de domaine. Donc, 13 clusters, n'est-ce pas, pour gérer le domaine, mais chaque cluster avait au moins 3 autres ordinateurs de backup pour faire la redondance. C'est-à-dire qu'en l'absence d'un cluster, directement, il y a un autre cluster qui prend le relais. Maintenant, à part ça, complexité de la programmation parallèle
complexe, le fait que vous allez chaque fois faire la synchronisation, la cohérence et surtout, ce que je soulignais, le partage de données. Donc, vous avez une mémoire, mais qui est partagée par plusieurs processus. C'est comme si c'est avoir une femme pour plusieurs hommes. Ah, vous avez quand même une idée de ce que ça peut donner. Maintenant, il y a aussi architecture distribuée, la programmation encore plus complexe, n'est-ce pas? Mais aussi plus complexe, surtout pour gérer la communication réseau, n'est-ce pas? Gérer la communication réseau, la latence, parce que la latence aussi, nous voyons, vous pouvez avoir une architecture qui est vraiment bien serti. Donc, vous avez un système qui est tolérant, n'est-ce pas? Euh, mais il y a le réseau qui fait défaut parce que parlant aussi des équipements réseau, il ne faut pas oublier la capacité. Hein. Au niveau du réseau, nous voyons la quantité d'informations que vous pouvez télécharger, mais aussi la quantité d'informations que vous pouvez téléverser. Et il y a aussi ces éléments, la tolérance aux pannes. Lorsqu'il y a un serveur qui n'est pas disponible, hein, ces algorithmes-là qui vont chaque fois rediriger, hein, pour faire la redirection, n'est-ce pas? Pour faire la redirection, pour faire aussi l'équilibrage des charges. Hein? Il y a au milieu ce qu'on appelle, que nous allons voir, le balanceur, n'est-ce pas? Le balanceur de charge. À part ça, parlons maintenant de la petite différence, parce que en parlant de système de programmation par habit de langage, nous avions utilisé programmation à la place des systèmes, système aussi à la place de programmation, mais nous voulions mettre un peu le point sur les i par rapport à ces deux termes. Donc, quand on voit un système, quand on parle d'un système, on voit juste l'ensemble de ces infrastructures, de machines, du réseau de services permettant de faire fonctionner une application qui est répartie. Là, on fait référence juste parce qu'il y a des serveurs, il y a des protocoles appropriés pour ça, pour la réplication, pour la tolérance aux pannes, la cohérence et la sécurité. Et ces domaines est simplement géré par ce qu'on appelle il y a, il y a un terme approprié, le DevOps, n'est-ce pas? Donc, c'est un nouveau métier, n'est-ce pas? C'est une nouvelle casquette, n'est-ce pas, des informaticiens, où il y a des gens juste qui sont là juste pour la mise en place de ces politiques-là, pour assurer la réplication, la tolérance aux pannes, la cohérence, mais en se fouillant simplement sur la nature de l'infrastructure et des ordinateurs que vous utilisez. Mais tandis que la programmation, quand je parle de la programmation, c'est l'art, hein, l'art ou le paradigme, c'est l'art ou le paradigme de concevoir, donc, de mettre en place, d'écrire de code pour exploiter efficacement cette infrastructure. Et surtout, elle s'intéresse aux modèles de communication comme RPC, message événement, au découpage des tâches, à la gestion des données réparties et aux outils comme gRPC, Apache Kafka, qu'on retrouve exactement dans la plateforme Hadoop, n'est-ce pas? Ou AK, n'est-ce pas? Un outil qu'on appelle AK. Donc, voilà un peu la nette différence, n'est-ce pas? La nette différence entre les deux éléments. Donc, distribué, là, on voit juste l'infrastructure, les machines, les réseaux,
protocoles, n'est-ce pas, qui en découlent. Mais de l'autre côté, ce qui nous concerne, d'ailleurs, nous qui sommes en ingénierie logicielle, donc ce sont là les éléments concernant le paradigme, le style de programmation que vous utilisez, la manière que vous écrivez le code de sorte que vous puissiez exploiter efficacement ces infrastructures. Et là, ce sont là le matos, n'est-ce pas, nécessaire pour le faire. Maintenant, du début à la fin, je sais que vous avez remarqué qu'il y a des avantages, mais aussi, ne vous en faites pas, il y a toujours des inconvénients. Lorsqu'on opte pour une technologie, c'est à vous d'utiliser cette politique de moindre mal, c'est-à-dire que vous voyez plus les avantages que vous avez, n'est-ce pas, que les inconvénients que vous auriez. Là, bon, ici, c'est juste la différence distribuée. Donc, pour un système, le quoi, on voit le quoi, l'environnement, l'architecture. La programmation, nous voyons le comment, donc les techniques qu'on utilise pour faire la programmation. Bien qu'il y a de techniques, de vieilles techniques, comme JRPC, n'est-ce pas? C'est une vieille technique, mais qui est plus utilisée par le langage de programmation de la dernière génération. Et là, je suis en train de faire allusion, il n'y a pas que deux, il y a soit la plateforme Java et .NET, n'est-ce pas? Mais de plus en plus, on voit avec de frameworks qui sont là, avec des frameworks basés sur JavaScript ou Python, mais plus qui sont orientés vers les nouvelles techniques, n'est-ce pas? Alors, les avantages, nous pouvons tirer de nous-mêmes des avantages. Nous pouvons justement le survoler juste. Nous voyons, il y a la scalabilité horizontale. Je vous ai donné un peu la différence. Lorsque vous êtes à bout de l'augmentation de capacité, au lieu d'augmenter la RAM, d'augmenter ou de changer la structure de votre disque dur pour parler d'une scalabilité verticale, avec la programmation distribuée, on utilise cette scalabilité horizontale. Donc, lorsqu'on est à bout de capacité, vous augmentez simplement les ordinateurs. Vous augmentez les ordinateurs. Il y a la tolérance aux pannes. Ces architectures sont déployées pour résister à une tolérance aux pannes. Donc, le fait qu'un ordinateur, un nœud tombe en panne, n'est-ce pas, il y a toujours un ordinateur, n'est-ce pas, à côté pour prendre la relève. Il y a aussi une performance accrue. La performance accrue, et nous savons que le fait que nous augmentions des ordinateurs dans les systèmes, c'est juste pour ajouter, n'est-ce pas, ajouter un peu la performance. Et là, il y a toujours des algorithmes qui sont là pour le calcul parallèle. Et là, quand nous allons voir la plateforme Hadoop, il y aura, d'ailleurs, nous allons d'abord partir par le principe mathématique pour voir comment marche cet algorithme de MapReduce. Répartition géographique. Ah, c'est ça. Pour mon ami Joseph. Voilà. Il y a la répartition géographique, le système utilisé par le géant de web pour exécution proche des utilisateurs pour réduire la latence. Donc, on vous renvoie toujours, on vous redirige au serveur le plus proche. Et là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une idée où se trouverait le... Bon, prenons l'exemple même de celui de Google, celui que nous utilisons souvent, où se retrouverait par exemple la grille. Quand je parle de la grille, donc c'est l'ensemble là des ordinateurs qui
qui sont là pour répondre aux utilisateurs de la RDC. Ou peut-être par une idée, si vous avez une fuite d'informations, où se retrouverez les serveurs de Google le plus proche de la RDC. Joseph, Yves, vous avez une idée? Ou mon ami Anti, vous avez une idée, une fuite, où se retrouverait le serveur de Google qui est le plus proche et qui est là juste pour servir les utilisateurs de la RDC? Là, jusque-là, aucune idée. Aucune idée. Bon, il y a toujours, ce sont juste des rumeurs, mais comme on vous l'a dit, personne ne peut vous, il peut vous dire là où ça se trouve, parce que ces grilles-là, ils sont dans de bunkers, dans le sous-sol, n'est-ce pas? Si vous avez un peu une idée, les bunkers, c'est sous-sol ou dans des océans, comme vous le voyez dans des films. Et quand sais-je encore, souvent aussi, on est en train de voir des possibilités de le renvoyer vers la Lune et partout. Bon, il y a des gens, il y a des fuites qui disent souvent, il y a des data centers de Google le plus proche ici au Kenya. Bon, ce sont juste deux, mais je ne suis pas témoin, n'est-ce pas, le plus proche. Donc, il y a toujours des clusters dans chaque continent. Et souvent, il y a toujours des gens qui disent l'habitude qu'au Kenya, il y a toujours ces infrastructures-là qui sont plus proches, n'est-ce pas, des pays africains. Donc, la répartition géographique qui s'est fait avec des répartiteurs de charge qu'on appelle le load balancing, n'est-ce pas, le terme, le load balancing, voilà. Et là, quand je vois load balancing, ce sont des équipements, mais des algorithmes aussi pour la répartition de charges. Et la modularité, ces systèmes nous permettent de faire ce qu'on appelle la modularité, donc service indépendant, facile à mettre à jour. Et là, nous voyons ce système-là de microservices. Et le microservice, c'est nous, en tant que programmeurs, ce que nous allons voir, comment mettre en place des API avec l'architecture REST. Voilà. Exemple des applications réelles, des applications distribuées, réseaux sociaux, Facebook, Twitter, TikTok. D'ailleurs, c'est Facebook, Amazon et Google. Ce sont des firmes d'ailleurs qui ont financé des chercheurs pour la mise en place de ces systèmes distribués. Parce qu'en 2010, ils ont senti que ça ne donnait pas. Ça ne donnait pas, ils ont pleuré et ils ont, vous savez, ils ont financé des recherches, ce qui a engendré la mise en place de ces systèmes permettant la distribution. Et par là, ils ont commencé d'ailleurs par l'utilisation de bases de données, l'utilisation de bases de données non relationnelles, de non-SQL. C'est d'ailleurs que c'est de là qu'est naquit la base de données relationnelles avec l'utilisation de bases de données comme Mongo, Redis, Neo4j, n'est-ce pas, ainsi de suite. Surtout les applications bancaires et fintech pour la tolérance aux pannes, la haute disponibilité. Ils utilisent plus ces systèmes distribués, des systèmes de streaming comme Netflix, YouTube, qui utilisent la distribution de contenus basés sur l'utilisation de CDN. Est-ce que quelqu'un a une idée, c'est quoi le CDN? Juste, même en programmation simple, le CDN. Yves, vous avez levé la main? Oui? Non, je voulais juste demander, c'est par rapport au système bancaire, les applications bancaires. Je vois que ce dernier temps, il y a des banques qui utilisent le N-Computing. Ça fait partie aussi de ces applications-là distribuées.
N-computing. Oui. La technologie N computing où ils font le partage du bureau. Ah, je vois le N-computing. Bon, c'est un système qui est distribué, mais bon, c'est un système distribué, mais ils utilisent toujours le même microprocesseur parce que ces systèmes-là, ils n'ont pas leur propre microprocesseur. Non. Ils virtualisent juste. Donc, ce sont juste des protocoles qui virtualisent le bureau. Mais l'application, parce que nous allons voir les applications du système distribué, le grand système distribué, le cloud computing en fait partie. Sauf que le N-computing, c'est juste bon. On les utilise dans des laboratoires où on a besoin d'un serveur. Donc, c'est un système distribué. Je peux dire oui, c'est un système distribué, mais de la première génération, parce que ce système, pour le moment, on ne l'utilise pas. Du fait que tout le système est basé sur le serveur, n'est-ce pas? Dès que le serveur principal tombe en panne, voilà, tout le système est paralysé. Donc, le N-computing, c'est purement un système client-serveur, oui. Et un système client-serveur, c'est juste une petite application, c'est juste c'est juste un sous-paradigme du système distribué. Un sous-paradigme, permettez le terme, oui. Sous-paradigme d'un système distribué. Prenons l'exemple, si je prends ce système-là de N-computing, mais que j'ai plusieurs serveurs, n'est-ce pas? Plusieurs serveurs pour euh, pour répondre à la demande de ces écrans-là, de ces écrans-là qui font le bureau à distance, là, j'aurai un système purement distribué, n'est-ce pas? Parce que nous savons que l'informatique, bien sûr, ce que nous avons comme problématique, hein, bien sûr, en tant que science, l'informatique est basée sur de lois, de règles, n'est-ce pas, mathématiques, de modèles mathématiques, mais qui changent juste avec l'électronique digitale. Hein? Ces systèmes-là de N, bien sûr, à l'époque, c'était vraiment un système distribué, mais la façon dont le système distribué d'aujourd'hui fonctionne, euh, on dirait que le N-computing serait un sous, un sous. Donc, c'est un sous-ensemble de systèmes, de l'architecture de systèmes distribués qui existe aujourd'hui. Voilà. Je pense même avec le CDN, vous avez un jour utilisé, vous prenez, il y a par exemple votre classe. Donc, quand vous êtes en train de programmer, là, je parle un peu de la programmation. Quand vous êtes en train de programmer, vous pouvez juste, bon, prenons l'exemple simple, vous avez votre page web, n'est-ce pas, à base de HTML, CSS, mais le classe Bootstrap ou le classe CSS se trouve quelque part, n'est-ce pas, dans un autre système. Vous pouvez importer simplement par le CDN. D'ailleurs, Bootstrap, on utilise ça facilement. Donc, au lieu de télécharger le Bootstrap sur votre serveur, vous utilisez simplement le CDN. Donc, vous mettez le lien où se trouvent vos classes Bootstrap et vous les appliquez directement avec le CDN. Maintenant, le cloud computing, pour faire référence au système que monsieur a parlé de N-computing, donc, pour faire de serveurs virtuels, n'est-ce pas, l'utilisation, la mise en place de serveurs virtuels, de services répartis dans le monde entier, pour faire le calcul scientifique, n'est-ce pas, on a besoin de simulateurs météorologiques, de modélisation 3D, n'est-ce pas, voilà, ces gens utilisent plus de systèmes ou de la programmation qui est distribuée.
mais aussi les systèmes embarqués qu'on appelle IoT pour les voitures connectées, les réseaux de capteurs, n'est-ce pas? La synchronisation se fait via un système purement distribué. Maintenant, la difficulté principale en programmation distribuée, il y a toujours cette latence qui est toujours un problème. Vous avez un système bien réparti, bien installé, mais il y a le réseau, n'est-ce pas? Et il y a le réseau qui devient lent, imprévisible. Une opération en local qui peut prendre de nanosecondes, alors qu'une communication réseau peut prendre de millisecondes ou plus. C'est-à-dire que si c'était en local, il prendrait moins de temps, mais lorsque il faut que vous mettiez ça sur des serveurs dédiés, n'est-ce pas? Cela prend encore beaucoup plus de temps. Et là, on voit plus les algorithmes à base de ces éléments. Il y a le MapReduce que nous allons voir, que nous allons décortiquer. Il y a toujours ces pannes-là. Donc, dans un système distribué, il faut présumer que le panne arrive tout le temps, les machines qui s'arrêtent, le réseau qui se coupe, message perdu ou dupliqué, hétérogène, horloge désynchronisée. Nous savons bien sûr qu'il y a toujours, nous n'avons pas la même heure, n'est-ce pas, sur chaque point du globe, n'est-ce pas? Et il faut toujours cette gestion synchronisée de l'horloge, n'est-ce pas? Il faut utiliser des techniques comme la réplication de consensus, n'est-ce pas, des timeouts. Nous voyons, par exemple, pour le serveur, hein, nous pouvons prendre l'exemple du serveur web. À un moment, lorsque vous avez besoin, même en local, vous avez besoin d'une page, et quand il remarque peut-être à 5 ou à 1 minute, la page n'est pas disponible, directement on te dit, ah, indisponible, n'est-ce pas? Service indisponible. Il y a toujours ce timeout-là. À part ça, comme je l'ai dit dernièrement, je pense que vous étiez au courant qu'il y a eu un géant du cloud qui avait un problème avec son système et tout était paralysé. Il n'y avait même pas accès à des plateformes comme Google Teams, n'est-ce pas? D'ailleurs, le mail ne passait même pas. Je vais essayer un peu de voir. Hein. Ça passe même sur TikTok, sur Google. Hein. J'ignore même son nom. C'est un géant. On ne sait pas pour le moment qu'est-ce qu'il a eu comme problème. Mais le fait qu'il a eu ces problèmes, ça a paralysé tout le système Internet parce qu'il y avait des services, plusieurs services qui n'étaient pas disponibles. Ça ne date même pas de, si je peux me rappeler bien, il y a au moins 2 semaines, oui, 2 semaines et 2 jours comme ça, parce qu'il fallait que nous étudions en ligne et d'un coup, tous les services ne marchaient pas. Il y a ce système-là de synchronisation, donc comme le fait que plusieurs serveurs, ils sont répartis, il faut qu'il y ait chaque fois la synchronisation. Le fait que chaque nez va avancer en son rythme, il est un peu difficile de garantir l'ordre des opérations, de gérer les accès concurrents de données partagées. Là, nous avons parlé un peu. L'accès concurrent, donc plusieurs processus qui tentent de modifier une information au même moment. La synchronisation des horloges logiques ou physiques et le blocage. Voilà, le blocage. Il y a la cohérence de données. Selon le théorème CAP, on ne peut pas avoir simultanément la cohérence stricte, disponibilité totale, la tolérance aux partitions réseau. Il faut donc choisir un compromis, cohérence éventuelle. Ça veut dire quoi? Il est un peu aussi compliqué avec le système distribué de répartir des systèmes de gestion de bases de données relationnelles qui doivent respecter la cohérence et la cohérence stricte des données. Vous savez, il est difficile
à ce que je mette, par exemple, sur un ordinateur, si j'ai, par exemple, un système avec 3 tables en relation, je me verrai créer une table, bon, sur un SGBD se trouvant sur la machine A, de mettre la table client, n'est-ce pas, avec la clé primaire, et sur une machine B, mettre la table, prenons l'exemple, bon, 3 tables en relation, je peux prendre, prenons l'exemple de, prenons l'exemple de, ouais, client, produit, client, bon, client, achat, produit. Ou je me vois sur une machine A, je mets la table client, sur une machine B, je mets la table produit, et sur la machine C, je mets la table achat. Et que sur cette table, là où j'ai mis la table achat, qui est la clé primaire et la clé étrangère des éléments, n'est-ce pas, des tables qui se trouvent sur d'autres ordinateurs. Donc, avec le système distribué, il y a eu un problème de sorte qu'il était difficile d'utiliser de bases de données relationnelles sur ces systèmes distribués parce que le système, les SGBD relationnels doivent respecter le théorème CAP, ce théorème ici CAP. Hein? Vous aurez le temps pendant le week-end de chercher comment marche ce théorème CAP. Ce que je vous ai dit, le fait qu'on ne peut pas séparer des tables en relation sur plusieurs machines. Maintenant, à part ça, il y a... Bon, en résumé, nous pouvons juste conclure que les architectures parallèles se concentrent sur l'exécution simultanée des tâches, sur des unités de traitement qui sont proches, n'est-ce pas, sur un même ordinateur, tandis que les architectures distribuées vont se concentrer sur la répartition des tâches sur des unités de traitement qui sont éloignées. Maintenant, le choix entre les deux architectures dépend de besoins spécifiques de l'application, tels que la vitesse de traitement, la tolérance aux pannes, mais aussi la complexité de la programmation. Donc, voilà un peu en bref c'est quoi un système distribué, l'application, les limites, mais aussi le type de système qui demande à ce qu'on puisse utiliser ces architectures qui sont distribuées et pourquoi, pour le moment, on utilise plus l'architecture distribuée. Pour ce premier chapitre, nous allons nous arrêter et nous allons nous voir prochainement pour parler un peu des éléments qu'on peut utiliser, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour faire de la programmation distribuée. Parce que si nous étions en réseau ou en infrastructure, on aurait dû parler des outils, n'est-ce pas, des outils physique, hardware, mais nous allons plus nous focaliser vers le soft. Et par là, pour que nous puissions faire quelques démonstrations, il serait mieux d'installer une version NetBeans. Prenez même 8.2, c'est une ancienne version, mais je veux voir. Ça dépend de la manière que vous utilisez pour coder, mais aussi installer IntelliJ. Voilà. Donc, ces deux logiciels, vous pouvez les installer. À part ça, installer aussi un SGBD, donc MySQL et Mongo. Voilà. Donc, voilà un peu MongoDB.
Donc, vous pouvez installer ces éléments et ils vont nous permettre de mieux travailler. Voilà. Donc, on se revoit. Je pense que c'est très facile de télécharger le NetBeans. Lui, il demande à ce que vous ayez un JDK. Voilà. JDK. Et par après, nous allons installer d'autres éléments, d'autres frameworks que nous allons utiliser comme Hadoop. Bon, là, il y aura des configurations que nous allons faire ensemble pour que nous voyons comment marche Hadoop. Donc ça, je vais prendre moi-même le temps de l'installer, n'est-ce pas, en votre présence, parce qu'il demande beaucoup de configuration. Mais aussi, vous allez me signaler ceux qui ont Windows, donc le système que vous utilisez, que nous sachions comment nous allons paramétrer. Ceux qui ont Windows, ah, ça va, ou Linux, oui, voilà. Donc là, vous allez me préciser à côté, et comme il dit tout le monde a Windows, c'est bon. Donc, tout ce que nous allons faire configuration, nous allons nous baser sur Windows. Ouais, voilà. Mais demain, comme nous allons nous revoir selon l'horaire après-demain, je préférais que vous installiez ces outils et que vous fassiez peut-être quelques rappels sur le Java. Rappels sur Java. Java simple, parce que le reste, moi-même, je veux vous amener à utiliser, juste vous présenter IntelliJ, parce qu'ici, nous allons utiliser plus Spring. Je ne sais pas s'il y a autre question, Monsieur Joseph, le reste. Oui, monsieur Josué. Une question, c'est par rapport au système d'exploitation à utiliser. Sur ma machine, j'ai Windows, mais dans la machine virtuelle, il y a aussi Linux, Ubuntu. À la machine virtuelle. Bon, comme physique, il me dit Windows. Bon, je vais donner les deux configurations. Nous allons configurer avec Windows, mais aussi nous allons configurer avec Linux. Il n'y a pas beaucoup parce que c'est un déploiement simple. Ce sont juste, c'est juste des fichiers, je pense PHP. Donc, ça ne va pas vraiment demander beaucoup. Voilà, ça ne va pas vraiment demander beaucoup de choses. Nous allons faire une simulation avec Windows et avec Linux. Donc, installer ces outils que nous allons utiliser. Voilà. Restez en ligne. Monsieur Josué, Oui, le contenu du cours, nous pouvons l'avoir. oui, je veux mettre ça en ligne. Je vis, il y a une plateforme qui est vraiment une plateforme complète que je vais utiliser pour mettre le module, la première partie, la deuxième partie. Vous allez retrouver ça. Et s'il n'y a pas accès pour les étudiants, je veux faire un PDF, je vous envoie. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci. D'accord, ça dit que vous allez retrouver ça en ligne. Hein. Vous allez retrouver ça. Oui. D'accord, c'est bon. Très bien. Je pense c'est pour aujourd'hui, ce mercredi. Attends, aujourd'hui, ce mardi. Donc, on va se retrouver jeudi. Je pense que on va respecter l'heure hein, parce que il faut dans 2 heures que nous fassions l'essentiel. Donc, à 16 heures juste, je serai déjà online. Ok, bonne soirée et à bientôt. Merci. Merci beaucoup, monsieur Josué. Merci.
parle un peu de Shikembele Nani, machine, c'est machine à oublier. Ok, merci. Aujourd'hui même. Ok, merci. Good.